Bonjour à tous. Excellente semaine partout à travers le monde. Je voudrais proposer en guise de café matinal une réflexion sur le touchtonisme au Cameroun. Bienvenue à ce bref moment de réflexion à l'occasion de cette pause matinale que je voudrais consacrer à réfléchir à haute voix sur la montée en puissance de l'autochtonisme au Cameroun. Je vous salue tous et je vous souhaite la bienvenue à ce moment d'échange. Je vous invite à bien vouloir le partager. Sur le fond de cette belle musique de Bingi Dja Djami, pour laquelle je n'ai aucun droit. Bon début de semaine à tous. Bonjour à toi Yannick Tchakounte, Marie-Emma Kwaku, Jules Rodman, Franklin Dane, je vous salue. Bonjour à toi Cheval Gagnant, Thomas Sankara, oui. Bonjour à Ahmed Fanny Côte d'Ivoire. Bienvenue et merci de partager ce direct. Cheval Gagnant, je vais regarder le message inbox. Bonjour à tous, Marie-Claire Tat. Adama Traoré, bonjour. Bonjour à toi, Mbe Ngante. Oui, c'est le café du matin. Un café pour le Cameroun, un café sur le Cameroun. Mirabeau Tagou, Jean-Paul Marie, je vous salue. Nicolas Dela Tongambou, Arsène Goran, Étienne Goran Landry, l'unique. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bonjour à toi Fidèle Tunkwa. Le communal du MRC d'Île-de-France. Mahaman Ouattara Kibafori, bienvenue, nous commençons dans 2 minutes. Silver Sky, Roland Alima, Estelle Alida, Jean-Charles Tapé, Ismo Kamao, bienvenue et partagez donc ce direct. Alain Beiha, Ahmed Mohamed, Moussa Kambire, toutes mes amitiés. Ibrahim Traoré, ah ils sont tous debout, les fils de l'Afrique. Florent Fotso, ah oui les Américains dorment encore. Voilà, alors chers amis, je vous souhaite bien le bonjour et je voudrais donc partager avec vous, en guise de café matinal, une réflexion sur la montée en puissance de l'autochtonisme au Cameroun et sur le sens qu'il faut donner à cette montée en puissance et la solution incontestable qu'il faudra apporter à ce problème. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'autochtonisme? L'autochtonisme, c'est un mode de pensée qui apparaît dans les États et les républiques où le gouvernement, le régime, l'État globalement ont failli, ont été incapables de répondre aux besoins alimentaires de la population, incapables de répondre aux besoins sanitaires de la population, incapables de répondre aux besoins culturels de la population,
incapable de répondre aux besoins de sécurité de la population, incapable finalement de répondre aux besoins de reconnaissance de la population. Lorsque ces conditions sont remplies, c'est-à-dire lorsque l'État, le gouvernement, le régime ont définitivement failli dans leur mission régalienne de réponse aux questions alimentaires, sanitaires, culturelles, éducationnelles, sécuritaires, aux questions de respect de l'état de droit, donc de justice, d'égalité citoyenne. Lorsque les États, les régimes, les gouvernements ont échoué à répondre à ces questions, alors il y a un certain nombre de maladies sociales qui apparaissent. Parmi les maladies sociales qui apparaissent dans des États qui ont failli à leur mission, il y a cette fameuse maladie du tribalisme. Mais dans le cas du Cameroun, il faut se rendre compte que la maladie vient de très loin. Car à la base, l'État, la République du Cameroun que nous avons aujourd'hui, sont nés de l'organisation du Cameroun colonial français. Sous la tutelle française, on a conçu l'État actuel comme étant une organisation ayant pour but de contrôler et de maintenir artificiellement les habitants du territoire du Cameroun dans des parcs ethniques, dans des concepts ethniques que l'on retrouvait même dans les actes de naissance, dans les actes d'état civil des Camerounais dès leur naissance. On a essayé de dire que s'il y avait entre 250 et 300 groupes ethniques au Cameroun, on devrait en déduire qu'il y a entre 250 et 300 races au Cameroun. Ceux qui sont nés avant les années 70 avaient la mention de leur race, car on confondait le groupe tribal ou ethnique d'origine de certains individus avec l'idée que ce serait leur race, c'est-à-dire leur catégorie biologique. Donc on parlait de race Bamileke, on parlait de race Bassa, on parlait de race Fulbe, on parlait de race Hausa. Le colon a pris l'habitude et a installé l'habitude de parler de la diversité culturelle camerounaise comme étant une diversité raciale. C'est-à-dire autant les racistes du monde entier pensaient qu'il n'y avait que 5 grandes races sur la terre, à savoir la race blanche, la race noire, la race rouge, la race jaune et la race des métis, autant les colonialistes faisaient penser au peuple camerounais qu'il y avait non seulement les 5 grandes races sur la terre, mais qu'au Cameroun, il y avait 250 à 300 races. C'est ce qu'on a appelé le principe du diviser pour mieux régner. Le colonialisme avait besoin de ce genre de concept. Car en rendant les gens tellement étranges et étrangers les uns aux autres, le maître colonial était sûr que n'allait pas naître ce qu'on appelle la conscience nationale. Et que cette conscience nationale n'allait pas se former pour contester la domination coloniale. Donc il faut d'abord, si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, savoir que le pays a été construit sur le principe qu'on devait empêcher l'émergence d'une conscience nationale. Et qu'on devait en permanence encourager l'enracinement, l'enfermement dans des consciences tribales opposées les unes aux autres. Donc, la stratégie du colon étant celle du diviser pour mieux régner, le colon va exacerber les différences culturelles, les différences régionales, les différences morphologiques, les différences religieuses. Le colon va exacerber ces différences en vue d'empêcher le véritable projet de l'émancipation et de la création de l'État-nation du Cameroun, qui était alors porté dans les années 40, 50, 60, 70, principalement par un parti qui s'appelle et qui s'appelait déjà à l'époque l'Union des populations du Cameroun. Il faut que les Camerounais, quel que soit leur bord politique, aillent relire l'histoire du Cameroun des années 40 jusqu'en 1971, avec l'assassinat public du président du Cameroun Soumaki, le président Ernest Ouandié. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des Camerounais qui, quant à eux, ont pris conscience
de la nature du projet colonial, c'est-à-dire du fait que le projet colonial devait opposer les Camerounais entre eux, les diviser entre eux pour mieux régner sur eux. Et la réponse que ces Camerounais apportèrent en créant l'Union des populations du Cameroun en 1948, le 10 avril, si je ne m'abuse, cette réponse était la suivante. Nous allons bâtir un mouvement national ayant pour but, premier objectif, unir tous les Camerounais. Grouper les Camerounais, les unir. Faire que les Camerounais se rendent compte qu'ils sont d'abord des êtres humains, ensuite qu'ils sont tous des Africains, et enfin qu'ils sont des voisins, qui sont donc condamnés à vivre ensemble. Leur faire prendre conscience qu'en tant qu'Africains, ils ont une communauté de destin avec tous les peuples noirs d'Afrique et du monde. Leur faire comprendre qu'en tant qu'êtres humains, ils ont une communauté de destin avec tous les opprimés de la terre, avec tous les damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon. Et leur faire prendre conscience qu'en tant qu'habitants du territoire du Cameroun, ils sont liés par des alliances. Alliances entre les tribus, alliances entre les ethnies. Ils sont liés par des métissages de mariage. Ils sont liés par le commerce, l'échange des biens. Ils sont liés par le destin même et obligés de s'entendre. Ils sont obligés de s'entendre. C'était le premier axe de l'action de l'Union des populations du Cameroun. Unir les populations. Puisque le projet colonial consistait à diviser les populations, l'Union des populations, dans son sigle même dans son nom, disait déjà que son projet était le contraire du projet colonial. Le colon divisait pour mieux régner et les nationalistes camerounais des années 40 à 70 unissaient pour résister à la colonisation. Le deuxième point du mouvement émancipatoire national des années 40, l'UPC, c'était l'élévation du standard de vie des populations du Cameroun. Élever le standard de vie des populations du Cameroun. Le colon avait mis en place un système selon lequel le territoire camerounais devait servir de réservoir de matières premières pour l'industrie française. Il s'ensuit que, dans le projet colonial, qui a d'ailleurs été continué, le Cameroun ne devait jamais être véritablement industrialisé. Il fallait que le Cameroun soit essentiellement une économie de plantation, une économie d'extraction, une économie d'exportation. C'est ce qu'on a appelé, en langage technique, une économie extravertie. C'est-à-dire une économie organisée pour fournir en matières premières les industries de la métropole. Telle était l'organisation économique de la colonie. Il n'était pas prévu que le Cameroun soit capable de fabriquer ses voitures, qu'il soit capable de fabriquer ses avions, qu'il soit capable de fabriquer ses rails de train, qu'il soit capable de fabriquer ses locomotives. Il n'était pas prévu que le Cameroun soit capable de fabriquer lui-même ses médicaments. Il n'était pas prévu que le Cameroun soit capable de transformer lui-même son café, son cacao. Il n'était pas prévu que le Cameroun soit capable de fabriquer ses ordinateurs. Il n'était pas prévu que le Cameroun soit capable de transformer ses matières premières en produits finis. Le mécanisme économique qui fut mis en place était celui-ci. Dans toutes les colonies, on doit mettre les indigènes à travailler dans l'extraction des matières premières. À la limite, ils doivent planter. Dès qu'ils ont planté et récolté, eh bien, ils mettent dans des sacs et nous transportons cela dans les industries de la métropole. Et dans les industries de la métropole, nous allons transformer les récoltes agricoles des Camerounais et nous reviendrons leur vendre en sachet leurs propres matières premières agricoles coûtant 10, 20, 30 fois plus cher que nous ne les avons achetées. On devait donc prendre l'or, le fer, le diamant, le pétrole, on devait prendre le manganèse, on devait prendre l'uranium, on devait prendre le bauxite, on devait prendre l'aluminium du Cameroun, l'amener en France, dans l'industrie française. Et les industries françaises devaient le transformer, puis le revendre au Cameroun. Et chaque fois qu'on acceptait d'industrialiser un quelconque domaine au Cameroun, eh bien, c'était une entreprise française qui venait s'installer au Cameroun pour transformer les richesses du Cameroun et les vendre au peuple camerounais. Par exemple, le groupe Péchiné va s'installer à Edea, il va fonder Alucam. Il va récupérer donc le fer, l'aluminium, les matières premières au Cameroun avec lesquelles il va fabriquer
ces produits finis et il va les vendre aux Camerounais 10 fois, 5 fois plus cher qu'elles ne sont prélevées. Parfois même 20 ou 30 fois. Donc en fait, là où il y a eu embryon, tentative de début d'industrialisation, c'était encore des multinationales françaises qui s'installaient pour transformer et revendre immédiatement aux Camerounais 5 à 10 fois, 20 fois plus cher le produit fini issu de leur propre matière première. Donc il faut d'abord que les gens comprennent que l'objectif de la colonie a toujours été qu'il n'y ait pas une autonomie, une autosuffisance alimentaire, une autosuffisance financière, une autosuffisance industrielle, une autosuffisance économique, tout court, dans les pays colonisés ou les pays sous tutelle ou par la suite après les soi-disant décolonisations. Donc, les Camerounais de l'Union des populations du Cameroun se sont justement organisés pour que le Cameroun soit capable de s'industrialiser lui-même, que le Cameroun soit capable d'avoir sa propre monnaie, que le Cameroun soit capable de transformer ses propres matières premières, que le Cameroun vende ses matières premières au prix que son peuple, son assemblée nationale, son gouvernement ont décidé. C'est ce qu'ils ont appelé améliorer le standard de vie des Camerounais. Et enfin, ce mouvement très intelligent des Camerounais résistants contre la colonisation avait un troisième objectif. C'est pour ça qu'on parle du triptyque de l'Union des populations du Cameroun dans les années 40. Il s'agissait d'obtenir, coûte que vaille, l'indépendance du Cameroun. La souveraineté du peuple camerounais, c'est-à-dire le droit du peuple camerounais à disposer de lui-même. C'est-à-dire son droit de choisir lui-même ses dirigeants. Choisir lui-même ses conseillers municipaux. Choisir lui-même ses maires. Choisir lui-même ses députés. S'il y avait des sénateurs, choisir lui-même ses sénateurs. Choisir lui-même son président de la République. Voilà les trois objectifs que des Camerounais intelligents, issus de tous les groupes ethniques du Cameroun, se donnèrent pour résister à l'ordre colonial. Vous avez bien vu que alors que le colon ne voulait pas de l'union des populations du Cameroun, parce que le colon fabriquait des concepts ethniques pour enfermer les Camerounais intelligents, déterminés, des Camerounais qui étaient des hommes libres par la pensée et dans l'action, des hommes cultivés, ont élaboré un programme d'union de leur population. Vous avez bien vu que là où le colon voulait maintenir le pays dans l'aliénation, comme il est encore aujourd'hui, maintenir le pays dans l'incapacité de satisfaire ses propres besoins économiques, des Camerounais intelligents, cultivés, visionnaires, libres d'esprit, avaient quant à eux engagé le projet de créer l'autonomie économique du Cameroun. Vous avez donc vu que là où le colon envisageait de toujours désigner et choisir qui doit être le président de la République du Cameroun, là où l'Élysée, à travers Jacques Foccart, sous les ordres de De Gaulle, mettait en place un mécanisme pour imposer en permanence aux Camerounais leurs dirigeants, eh bien, le peuple camerounais rassemblé dans l'Union des populations se battait pour que l'étranglement colonial français sur les institutions municipales, législatives et présidentielles du Cameroun soit enlevé. Donc vous voyez, c'était cela. Et c'est encore cela aujourd'hui. Car ce combat qui a été engagé dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, mené jusqu'aux années 70, c'est ce combat qui aujourd'hui retombe sur les épaules du leader du peuple camerounais en 2020, le président élu Maurice Kamto. C'est exactement ce combat. Et celui qui n'a pas compris cela est un citoyen camerounais inutile. Pire, c'est un citoyen camerounais nuisible. Je recommence. Le combat pour que les Camerounais soient une nation unie. Le combat pour que les Camerounais récupèrent et réalisent leur autonomie économique. Le combat pour que les Camerounais récupèrent et assument leur souveraineté, c'est-à-dire choisissent eux-mêmes leurs dirigeants. Ce combat qui fut livré par nos glorieux ancêtres politiques. Ce combat qui conduisit à la guerre d'indépendance contre la colonisation française de 1955 à 1971. Guerre menée courageusement par l'ALNK, l'Armée de Libération Nationale du Cameroun. C'est ce combat qui retombe aujourd'hui sur les épaules du président élu Maurice Kamto, au cœur de son mouvement, le mouvement La Renaissance du Cameroun, et plus largement
C'est ce combat qui retombe sur les épaules de la résistance camerounaise. Celui qui n'a pas compris cela est un citoyen camerounais inutile. Pire encore, c'est un citoyen camerounais nuisible. À partir de cette restitution, on peut donc comprendre la stratégie de l'État néocolonial. Puisqu'ils ont tué de 400 000 à 1 million de Camerounais pour imposer l'ordre colonial français. Et qu'ils ont imposé à la tête du Cameroun Amadou Baba Toura Ahidjo, qui n'a jamais été élu. Ils ont imposé ensuite à la tête du Cameroun Paul Barthélémy Biya Abimvondo, qui n'a jamais été élu. Vous pouvez donc comprendre que la politique qu'ils ont menée est la stricte continuité de la politique coloniale. Qu'ont fait M. Ahidjo et M. Biya à propos de la diversité culturelle du Cameroun? M. Ahidjo et Biya ont continué dans la ligne de leur maître français. Sous Ahidjo et Biya, le Cameroun a été réorganisé en 5 grandes ethnies artificiellement montées. On a créé l'ethnie des nordistes. On a créé l'ethnie des Sawa. On a créé l'ethnie des Bamileke. On a créé l'ethnie des anglophones. On a créé l'ethnie des Beti Boulou qu'on appelle aujourd'hui Ekan. Je recommence. C'est un travail qui est en stricte continuité de la méthode coloniale du divide to rule. Ils ont créé au Cameroun, alors qu'on parle de 250 à 300 groupes ethniques au Cameroun, qui est quand même la synthèse de toute l'Afrique, les ingénieurs néocoloniaux ont réussi à regrouper les Camerounais dans 5 grands ensembles complètement fabriqués pour les opposer efficacement les uns contre les autres. On a créé le nordiste. Alors que dans le nord du Cameroun, il y a des conflits internes à toutes les communautés. On a quand même fabriqué un concept pour enfermer les gens du nord, le nordiste. On a même appelé ça parfois le Wadjo, le Wadjax. On a fabriqué le concept de Bamileke pour enfermer toutes les populations de l'Ouest et les stigmatiser comme telles. Et à chaque fois, les néocolons étaient appuyés par leurs maîtres français. Quand les Ahidjo travaillaient sur le concept de Bamileke, ils étaient encore aidés par des gens comme Lamberton, qui étaient là pour créer de l'hostilité entre les Camerounais, pour créer de la méfiance entre les Camerounais, pour dire à un Camerounais que quelqu'un dont le village est à 180, 150 km de son village est un ennemi et que c'est un envahisseur. Cela a été construit. Il a fallu essayer de tout faire pour artificiellement enfermer les populations venues de l'Ouest Cameroun dans un concept, le Bamileke, qu'on a présenté comme le caillou dans la chaussure des Français. Et on a fait croire à une bonne partie de ces populations de l'Ouest qu'elles sont des populations à part. Et on a fait croire au reste du Cameroun que les gens qui viennent de l'Ouest sont des gens à part. Alors que, dans la réalité historique, sociologique, culturelle, dans la réalité des métissages du territoire du Camerounien, comme je l'appelle, mais tous les groupes bantous, semi-bantous, qui composent aujourd'hui le Cameroun, sont extraordinairement mixés, tissés d'alliances. Le Cameroun était un démembrement du peuple africain tout entier. Tout le mélange africain est au Cameroun. Le Cameroun est l'Afrique mélangée. Mais on va faire croire aux autres Camerounais que le Bamileke est un être à part. Et on va même mettre ça dans le crâne de certaines personnes venues de l'Ouest. On va faire croire que le Beti Boulou est un être à part. Et on va même mettre ça dans le crâne de certaines personnes venues du centre et du sud, qu'ils sont des êtres à part. On va même fabriquer le concept des camps. On va mettre dans le crâne de certains qu'ils sont des Sawa. On va fabriquer la notion de Sawa. Un mot qui signifie simplement la côte. Les côtiers. Regardez-moi un concept ethnique vague. Côtier. C'est-à-dire que les gens qui sont à la côte. On va prendre le critère. Ils sont à la côte. Il suffit d'être à la côte. On est déjà Sawa. On va créer ça. On va créer le concept de Sawa pour opposer les Camerounais natifs du littoral et d'une partie du sud et du centre contre les Camerounais venus de la partie ouest. On va fabriquer le concept des camps de Beti Boulou dans le même but. Et que ce soit Amadou Baba Toura Ahidjo ou Biya, ils ont continué.
Le régime va donc être organisé selon ce qu'ils appellent l'équilibre régional. Mais en fait, l'équilibre régional, c'est en fait du tribalisme d'État. Parce qu'on va enfermer les Camerounais dans le concept de nordiste. On va enfermer les Camerounais dans le concept d'anglo. On va enfermer les Camerounais dans le concept de Sawa. On va enfermer les Camerounais dans le concept de Beti Boulou et Kan. On va enfermer les Camerounais dans le concept de Bamileke. Désormais, tout l'art politique de ce soi-disant régime, ça va être de faire une sélection d'oligarques, d'escrocs, venus de tous ces 5 grands groupes qu'ils ont inventés. Et puis, ils vont les mettre dans l'appareil d'État, ils vont les mettre dans le gouvernement, ils vont les mettre dans le régime. Et ces individus sont supposés être le reflet de la diversité nationale. Donc, en fait, on va court-circuiter le processus démocratique, qui était l'objet du combat des nationalistes camerounais des années 40-50. On va remplacer ce processus par un processus cosmétique. C'est-à-dire qu'on va saupoudrer, on va fabriquer des chefs de comptoir, des ethnies artificielles qu'on a inventées. Il y aura les chefs de comptoir de l'ethnie Bamileke qu'on a inventé, les chefs de comptoir de l'ethnie Beti Boulou et Kan qu'on a inventé, les chefs de comptoir des nordistes qu'on a inventé, les chefs de comptoir de l'ethnie anglophone qu'on a inventé. On va créer des chefs de comptoir des Sawa. Et tout ce monde-là se retrouve donc dans l'UNC et plus tard dans le RDPC. Et quand vous regardez l'UNC et le RDPC, vous avez le sentiment de voir toute la diversité camerounaise. Alors qu'il s'agit de la crème des crapules. Il s'agit de l'équipe nationale des crapules, originaire de toutes les régions du Cameroun, et soumise à la stratégie coloniale du diviser pour mieux régner. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais. Des gens qui ne pratiquent la démocratie ni en leur sein, ni hors de leur sein. Les gens qui ne se sont jamais véritablement soumis à une concurrence politique loyale. En réalité, une bande de bandits en col blanc, d'oligarques ethniques, héritiers de la stratégie coloniale du diviser pour mieux régner. À partir de là, tout le monde a compris ce que c'est que l'autochtonisme aujourd'hui. Quand vous entendez des individus qui sortent à Douala pour dire qu'ils sont les Sawa et qu'ils sont les propriétaires de Douala, c'est la continuité de ce que le colon a voulu. Que le Camerounais pense de lui-même et que le Camerounais pense de son propre frère, de sa propre sœur. Camerounaise, Camerounais. Quand vous voyez 2 tondus, 3 pelés, tout aussi mal inspirés, sortis à Yaoundé pour parler les élites du grand centre. C'est la stricte continuité de la politique coloniale, du divide to rule. C'est la stricte continuité du tribalisme d'État qu'ils ont appelé équilibre régional. C'est la stricte continuité du principe de paralysie qui a pour but d'empêcher la naissance d'une conscience nationale. Parce que s'il y a une conscience nationale, on ne pourra plus exploiter abusivement les richesses du Cameroun. S'il y a une conscience nationale, on ne pourra plus imposer des élites par la violence au Cameroun. S'il y a une conscience nationale au Cameroun, ça va être un pays industrialisé par lui-même. Et il ne sera plus dépendant de l'aide française au développement. Vous voyez des élites qui sortent. Ah, les élites du Grand Ouest, c'est la même chose. Les élites du Grand Nord, c'est la même chose. Les élites du Cameroun anglophone, du Nozo, c'est la même chose. Il faut donc que le peuple camerounais qui a besoin de changement commence par se débarrasser des structures mentales du tribalisme inculqué par l'État tribaliste. Le tribalisme organisé par le soi-disant équilibre régional et qui est en réalité la continuité du projet colonial. Et sur ce point, je peux d'abord conclure. 1. Projet colonial, vous avez compris. Vous avez compris quel était le projet colonial. Et vous avez compris quel était en face du projet colonial, le projet national. 2. Vous avez compris que les régimes Ahidjo et Biya sont des héritiers du projet colonial. Et que ce qu'ils ont appelé équilibre régional, c'est la même stratégie que les colons, cette fois-ci déguisée par la fabrication des 5 ethnies artificielles du Cameroun. Vous savez désormais qu'on a fabriqué 5 ethnies artificielles au Cameroun, juste pour bloquer les Camerounais, empêcher les Camerounais de se regarder comme des frères et des sœurs d'une même communauté, d'une même nation. On a fabriqué le Wadjo, on a fabriqué le Bami, on a fabriqué le Sawa, on a fabriqué les Kan, qu'on appelait à un moment donné le Beti Boulou, on a fabriqué le Nordiste, on a fabriqué l'Anglo. Notez bien les 5 groupes là. Ce sont des groupes fabriqués. Il y a toujours eu diversité ethnique au Cameroun et il y a toujours eu alliance entre tous les groupes ethniques du Cameroun. Mais cette affaire-ci, où vous voyez des gens qui se lèvent à Douala et qui traitent leurs propres compatriotes
dont les villages ancestraux sont à moins de 100 km, 150 km, 200 km de Douala, qui les traitent comme des étrangers venus d'une autre planète, peut-être même comme des lunaires, ou même des martiens, ou même des jupitériens, ou je ne sais, des vénusiens. Cette manière, cette chose que vous voyez là, elle est venue de très loin. Elle vient de très loin. L'autochtonisme, la revendication autochtone que vous voyez n'est que la suite logique de la structure coloniale d'origine, la stratégie coloniale d'origine, de la transmission de cette stratégie coloniale au régime UNC et RDPC, c'est ce qu'ils ont appelé l'équilibre régional. Et comme ça a échoué, comme ce fameux système de parcs tribaux qui avait pour but d'enfermer les Camerounais dans les 5 grandes catégories que je vous ai dites, comme ce système a échoué, la conséquence est que maintenant, eh bien, les métastases de ce système se reproduisent. Chacun se cherche. L'autochtonisme, un coup, élite du Grand Nord, un coup, élite du Grand Centre, un coup, élite du Sud, un coup, élite Sawa du littoral, un coup, élite de l'Ouest, un coup, élite anglophone. L'autochtonisme n'est que la phase finale du grand cancer du diviser pour mieux régner qui fut mis en place au Cameroun par la colonisation. Voilà pourquoi d'abord les Camerounais ne doivent pas regarder l'autochtonisme avec les yeux de maintenant. Il faut regarder l'autochtonisme avec des yeux profonds. Il faut jeter un regard profond, loin derrière dans l'histoire, pour comprendre ce qui se passe. C'est donc l'échec du projet colonial, l'échec du projet néocolonial qui se traduit aujourd'hui par le repli dans les revendications tribales. Yaoundé n'organise plus bien le mangement. Paris n'organise plus bien la formation de ses vassaux au divide to rule. L'échec de la suprématie française en Afrique francophone, l'échec de la politique de l'équilibre régional, qui était en fait du tribalisme d'État, se traduit aujourd'hui par la récupération du projet du diviser pour mieux régner par des individus locaux, par des entrepreneurs tribaux locaux. Il faut que vous voyez bien cette gradation. Ça commence tout en haut. Le colon français élabora cette stratégie de division. Il transmit cette stratégie de division à ses héritiers après avoir éliminé ceux qui voulaient unir. Ses héritiers pratiquaient cette stratégie de division sous la forme de l'équilibre régional. Cette stratégie échoua. Elle a échoué. L'équilibre régional à la Idjobia, ça ne marche plus. Parce que le Cameroun, c'est maintenant pratiquement 30 millions d'habitants. Et que si vous décidez de faire un partage des responsabilités sur la base des 250 à 300 groupes ethniques du Cameroun, si vous dites par exemple que la présidence de la République, ça doit être chacun son tour, il faudra combien de temps pour que chacun des 250 groupes ethniques, 260 groupes ethniques du Cameroun ait son représentant à la présidence de la République? Il faudra combien de temps? Il faudra un tour de presque 250 ans, 300 ans. Les gens ont découvert cela, ils se sont rendus compte que le système était absurde. Et que dire que le critère pour exercer des fonctions républicaines, ça doit être l'origine ethnique de la personne, le dire, c'est absurde. Là où on a 250 à 300 groupes ethniques. Parce qu'à quand le tour des Babouté? À quand le tour des Banendondiki? À quand le tour des Bandem de Moya? À quand le tour? À quand le tour des Bafang? À quand le tour des Bandjoun? À quand le tour des Bassor? À quand le tour des Bakoko? Mais c'est quand le tour des Haoussa? À quand le tour des Moundans? Et les Kirdi, c'est quand? C'est quand? C'est quand le tour des Kirdi? Bon, les Toupouri, ils arrivent au pouvoir quand aussi? Quand est-ce qu'ils arrivent au sommet? Mais bon, et les Anglo, plutôt Bamileke, ils arrivent quand? Et les Anglo-Sawala, ils arrivent quand? Ouais, dis donc. Et à quand le tour? À quand le tour des Arabes Koa? À quand le tour? Les Camerounais ont vu clair dedans. Les Camerounais sont assis comme ça, ils ont regardé, ils ont dit, ah bon, en fait, jamais ça ne va marcher. Jamais ça ne va marcher. En fait, jamais ça n'a marché. Et jamais cela ne peut marcher. Non seulement, jamais ça n'a marché, jamais ça ne marche et jamais ça ne pourra marcher. Nous sommes donc arrivés à la fin du cycle de la manipulation de l'ethnicité. À quand le tour des Tchang? Oui, que faire, tu as raison. Nancy Arnay. À quand le tour des Tchang? Les Tchang arrivent quand? Comme les gens aiment seulement manger le porc des Tchang. Mais vous ne voulez pas que les Tchang soient aussi présidents? Les Tchang ont le droit.
À quand le tour des Banganté? Noblesse, dignité, élégance. À quand le tour des Bassa? Les Bassa arrivent quand? Quand est-ce qu'on va enfin avoir un président Bassa dans ce pays? Hein? À quand le tour des Douala? Les premiers qui ont vu les Blancs, comme ils aiment à dire. Les Douala deviennent présidents quand? Donc chacun se met maintenant les gens rentrent dans des replis villagistes, dans des micro-nationalismes ethno-tribaux. Et vous allez voir qu'à l'intérieur même des groupes autochtonistes locaux, il y a aussi de l'exclusion. Je regardais une petite séquence de vidéos sur STV, un débat entre un compatriote camerounais et Madame Maryse Douala Mangabel. Et ce compatriote rappelait à Maryse Mangabel, qui est pourtant une autochtoniste Sawa, qu'elle-même avait été exclue de la candidature à une élection locale parce que ses propres frères, les soi-disant Sawa, estiment qu'elle n'est pas une pure Sawa. Qu'il y aurait un autre sang dans son sang. C'est-à-dire que l'échec de cette politique est tel que cela se traduit désormais par le fait que le Bassa va exclure le Bassa, le Wondo va exclure les Wondo, le Boulou va exclure le Boulou, le Fulbe va exclure le Fulbe, le Haoussa va exclure le Haoussa. C'est-à-dire que le Banen va exclure le Banen. Le Banganté va exclure le Banganté parce qu'entre eux, ils vont encore réussir à trouver des nuances qui expliquent que tu n'es pas un pur comme il faut être pur. Vous voyez comment le système est absurde? C'est un système qui conduit à l'émiettement. C'est-à-dire que la nation est transformée en une poussière, de micro-atomes. Regardez comment ils sont en train de manger Amougou Belinga. Regardez comment les Ewondo, les soi-disant Ekang, sont en train de se manger. Donc, vous voyez très bien que ce système, donc, est un système qui est dans sa phase absurde. Parce qu'avant de s'effondrer, ce système doit nous montrer à quel point il était absurde. Et l'autochtonisme que vous voyez aujourd'hui au Cameroun, c'est la phase finale de l'effondrement de la géopolitique coloniale. Je recommence. L'autochtonisme que vous voyez aujourd'hui au Cameroun, sous sa forme la plus absurde, dans laquelle le Bassa exclut le Bassa, le Banen exclut le Banen, le Banganté exclut le Banganté, le Bazou exclut le Bazou, le Fulbe exclut le Fulbe, le Haoussa exclut le Haoussa, le Boulou exclut le Boulou. Cet autochtonisme bête là est la révélation ultime de la fin d'un système. Donc quand vous voyez ces signes, pour ceux qui ont la profondeur de l'analyse historique, soyez sereins. Cela veut dire que le changement inéluctable arrive. Parce qu'en fait, c'est le système qui est en train de s'écrouler. Eux-mêmes qui ont participé aux côtés des colons français à ce système n'ont plus confiance en ce système. Je vois des autochtonistes d'une thème qui menacent l'État camerounais, le gouvernement camerounais, et qui revendiquent des droits en tant que ressortissants du Sud, opposés à l'État camerounais. Je vois des autochtonistes du Nord qui menacent l'État central et revendiquent des droits en tant que gens du Nord contre l'État camerounais. Je vois des autochtonistes en tant que Sawa, je vois des autochtonistes en tant que Bami. Mais en fait, tous ces gens-là sont à l'intérieur de la machine qui a organisé la phase 2 de ce crime contre la nation. Tout cela se passe à l'intérieur des cellules du RDPC. J'espère que vous avez remarqué. Hein? Tout cela se passe à l'intérieur des cellules du parti au pouvoir. Ce sont les cellules du parti au pouvoir qui sont en train de s'émietter. C'est le parti au pouvoir qui est en train de voler en éclats. Tous ceux qui ont pris leur distance, à la fois par rapport à la géopolitique coloniale, qui ont pris leur distance par rapport à la manipulation de l'ethnicité par le gouvernement néocolonial Aïdjo, le gouvernement néocolonial Biya, tous ceux-là sont à l'écart. Et ils s'intéressent essentiellement au programme national de résistance pour la fondation d'une véritable nation camerounaise. Parce qu'ils savent très bien que c'est une république du Cameroun unie. Ils savent très bien que c'est une république du Cameroun souveraine, choisissant elle-même ses propres dirigeants. Ils savent très bien que c'est une république du Cameroun tenant les manettes de sa propre économie. C'est cette république qui pourra répondre aux aspirations de nos populations. Pour que les besoins alimentaires, les besoins culturels, les besoins sanitaires, les besoins sécuritaires, les besoins proprement politiques des populations du Cameroun soient satisfaits, il faut que le peuple camerounais collectivement récupère les 3 éléments de son triptyque originel. 1. Sa souveraineté.
le droit de choisir ses propres dirigeants. 2, son système économique. Ce sont les capitaux camerounais qui doivent être majoritaires dans les sociétés au Cameroun. Je recommence. Souveraineté économique. Ce sont les capitaux du Cameroun qui doivent être majoritaires dans le système économique camerounais. Comme ici en France, les capitaux français sont majoritaires dans le système économique français. Comme aux États-Unis, les capitaux américains sont majoritaires dans le système économique américain. Comme dans tous les pays qui se développent véritablement, au Cameroun, le patriotisme économique est une condition de l'émergence, de l'industrialisation, du développement, de la modernisation du pays. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tous ceux qui l'ont compris, regardent le dernier cirque, les dernières agitations des diablotins de l'ethnicisme, c'est-à-dire ces autochtonistes. On regarde ça avec dérision, méfiance et vigilance. On doit regarder ça avec dérision, méfiance et vigilance. Il ne faut même pas écouter les sirènes de l'autochtonisme. Vous êtes au Cameroun, dans le littoral. Vous ne devez même pas vous laisser tenter par le spectacle de ces deux tondus, trois pelés, qui veulent créer un État dans l'État. Parce que Yaoundé a échoué, ils veulent inventer l'exclusion que Yaoundé organisait. Cette fois-ci, ils veulent l'inventer même eux-mêmes à Douala. Parce que Yaoundé a échoué, ils veulent inventer cette exclusion à Garoua, à Maroua. Ils veulent inventer cette exclusion à Bamenda, parce que Yaoundé a échoué. Ils veulent inventer cette exclusion à Bafoussam. Ils veulent inventer cette exclusion à Bertois. Ils veulent inventer cette exclusion partout. Dans tous nos patelins, ils veulent inventer l'exclusion qui a échoué à Yaoundé. Car en réalité, c'est la fin du système. Quand un système s'achève, il se reproduit par des microfilms dans les microstructures. Je recommence. Quand un système qui a échoué s'achève, ce système se reproduit sous forme de microfilms dans ces microstructures. C'est-à-dire que comme ça a échoué en grand, vous allez voir ça échouer en petit. Ça va même échouer à l'intérieur de nos familles. Même dans nos familles, vous allez voir comment le tribalisme d'État qui a été inoculé dans la société va échouer. Parce que c'est une formule fatiguée, c'est une formule qui ne parvient plus à résoudre ou même à cacher les problèmes. Les problèmes sont tellement immenses et la formule est tellement nulle que maintenant la formule devient ridicule. À tous les autochtonistes du Cameroun, je pose une question. Vous avez des communautés, vous avez des frères et des sœurs ici à l'étranger. Les soi-disant Sawa qui ont défilé à Douala l'autre jour sont remplis ici à Paris. Je dis bien qu'ils sont remplis ici à Paris. Depuis qu'ils sont là à Paris, combien de blancs français sont venus leur demander pourquoi ils possèdent des pavillons en région parisienne? Combien de blancs français sont venus leur dire nous sommes fatigués, il y a trop de Sawa qui achètent, qui ont des propriétés ici à Paris et dans la région parisienne. Vous avez même vos églises ici où on chante en Douala, où on... Combien d'Occidentaux sont venus les déloger? Depuis pratiquement le 19e siècle que les communautés Sawa sont installées en France. Combien de fois ces communautés ont été ciblées et chassées comme telles? 0 fois. Autochtonistes de l'Ouest qui sont installés partout dans le monde. Combien de fois les États dans lesquels vous êtes installés vous ont traqué en tant que Bami pour vous chasser? 0 fois. Autochtonistes Betty Boulou et Kang qui est installé partout dans le monde. Combien de fois les États modernes dans lesquels vous êtes installés, vous avez des binationalités, etc., vous ont traqué comme tel pour vous chasser? 0 fois. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France. Autochtonistes du Nord, vous êtes partout dans le monde. Combien de fois vous avez été recherché comme nordiste camerounais pour être chassé? 0. Et c'est cela qui fait la force. C'est cela qui fait la force de ces pays développés. C'est qu'ils acceptent et ils aiment bien infiltrer l'immigration. Ils aiment bien que vienne sur leur territoire une immigration comme ils appellent choisie. C'est-à-dire une immigration de gens qui sont productifs. Une immigration de gens qui sont capables d'acheter des maisons. De gens qui sont capables d'en construire. Une immigration de gens qui peuvent créer des entreprises. La France en veut. D'une manière ou d'une autre, la France en veut. Donc, comment un cerveau peut garder en lui 2 comportements? Quand vous êtes, vous, les Sawala, tribalistes, vous, les Ekang tribalistes, vous, les nordistes tribalistes, vous, les Anglo tribalistes, vous, les Bami tribalistes, quand vous êtes à l'étranger, comment est-il possible que vous puissiez
fonctionner comme des citoyens du monde. Et à peine vous prenez un avion pour rentrer au Cameroun, vous recommencez vos bêtises. Qu'est-ce qui peut expliquer la cohabitation de deux systèmes mentaux? Quand vous êtes à l'étranger, vous voulez bien être respecté comme sujet de droit à l'intérieur des républiques où vous vivez. Quand vous rentrez au Cameroun, vous vous autoproclamez des droits qui ne correspondent à rien. Comment le même cerveau peut-il se reptiliser dès qu'il met les pieds là-bas et se verticaliser dès qu'il revient ici? Est-ce qu'on peut juste imaginer une marche de ces Sawa à Paris avec le même motif? Est-ce que ces Sawa à Paris peuvent juste imaginer une marche des tribus, les anciennes tribus de la ville de Paris, pour chasser tous les Sawa qui sont installés ici et dont on disait que eux, leur objectif c'était de voir Paris avant de mourir? Donc vous voyez que nous sommes confrontés en réalité à la fin d'un système. Et je voulais en ce début de semaine rassurer les Camerounais. Les Camerounais voient ces manifestations-là, ils ne savent pas que ces manifestations sont les signes de la fin. La fin d'un système. C'est le système colonial, c'est le système néocolonial qui est en train de finir comme ça sous vos yeux. Vous regardez ça et vous dites wonderful. Mais ce wonderful-là n'est rien d'autre que la forme la plus banale et la plus risible de l'effondrement d'une stratégie qui a été commencée depuis la colonie. Et cette bipolarité qui devient flagrante est faite par le génie de l'histoire et elle est révélée par la force de communication des réseaux sociaux actuels, la force de résistance des Camerounais éveillés. Cette bipolarité que vous voyez chez eux, elle est d'autant plus visible que vous-même, vous êtes en train d'en sortir. Parce que pourquoi est-ce que vous ne voyez pas l'absurdité? Beaucoup d'entre ceux qui écoutent cette conférence doivent reconnaître que si on leur avait parlé il y a 20 ans ou 30 ans, pour ceux qui ont des âges proches du mien, 48 ans, si on leur avait dit que l'équilibre régional était une mauvaise politique, il y a encore 20 ans, 30 ans, il y a beaucoup de Camerounais qui vous disaient non, c'est une bonne politique. Beaucoup de Camerounais ont cru en l'équilibre régional. Parce que cette organisation en 5 compartiments du Cameroun, les Anglo, les Wadjo, les Bami, les Sawa, les Ekans, les Beti-Boulou, cette organisation semblait fonctionner. Notamment des années 70 aux années 80, cela semblait fonctionner. Et il y a beaucoup de Camerounais qui estimaient que l'équilibre régional était une bonne chose. Parce qu'ils étaient eux-mêmes encore dedans et qu'ils avaient cru. Ils avaient vraiment cru que le Bami et le Wadjo ne sont pas des frères. Ils avaient vraiment cru. Ils avaient vraiment cru que l'Anglo et le Franco ne sont pas des frères. Ils avaient vraiment cru. Ils avaient vraiment cru que le Beti-Boulou, l'Ekan et le Sawa ne sont pas des frères. Ils avaient vraiment cru. Il a fallu tout ce travail de prise de conscience. Il a fallu tout ce travail d'éveil pour que vous commenciez donc à voir l'incongruité qu'il y a pour quelqu'un, parce qu'il est Bassa, de regarder son frère Banganté comme étant un étranger. De quelqu'un, parce qu'il est Bafan, de regarder son frère Bazou comme un étranger. L'incongruité qu'il y a pour quelqu'un parce qu'il est Fulbé, de regarder son frère parce qu'il est Wondo comme un étranger. L'incongruité qu'il y a pour quelqu'un parce qu'il est Pygmé, d'être regardé par son frère qui serait Hausa comme un étranger. Vous avez commencé à voir pourquoi. Parce qu'il y a eu ce travail de conscientisation. S'il n'y avait pas eu ce travail de conscientisation, vous trouveriez cela normal. Car il fut un temps où l'écrasante majorité des Camerounais trouvaient ça normal. Donc quand vous voyez l'autochtonisme sous sa forme la plus vulgaire et la plus ridicule, soyez rassurés. Ça veut dire que déjà vous commencez à guérir. Si vous voyez l'incongruité de cet autochtonisme aujourd'hui, si c'est clair pour vous, c'est une chance pour le Cameroun. Ça veut dire que des Camerounais se sont éveillés. Que des Camerounais se sont émancipés de ce mode de pensée. Tous ceux qui voient le ridicule des revendications autochtonistes, le ridicule de ce que la Constitution de 96 a écrit, cette opposition qui a pour but de faire des Camerounais des sous-citoyens, dès lors qu'ils ne sont pas dans le village supposé de leurs parents. Tous ceux qui voient l'absurdité de cela sont des Camerounais libérés dans leur tête. Donc, réjouissons-nous enfin d'être scandalisés. Parce que le problème à un moment donné au Cameroun, c'est que les gens n'étaient pas scandalisés. La population n'était plus scandalisée, plus rien ne scandalisait les gens. Le scandale est de retour au Cameroun parce qu'il y a un éveil, il y a un travail d'éveil de conscience qui aujourd'hui est incarné par la figure du président élu Maurice Kamto. Ce travail-là fait que les Camerounais commencent à voir clair. Et à voir clair dans l'absurdité. Et les Camerounais commencent à se rendre compte qu'on est allé trop loin, qu'on est tombé trop bas. Les Camerounais commencent à se rendre compte que l'idéal de civilisation qui devait fonder ce pays a été
énormément ignorés, écrasés et piétinés. Les Camerounais se rendent compte qu'on doit en finir. On doit en finir, sinon ça va nous finir. Je recommence. Les Camerounais se rendent donc compte maintenant qu'on doit en finir, sinon ça va nous finir. Parce que la manière dont ça va là, mais c'est la rwandisation du Cameroun. Nous sommes en train d'aller vers des logiques où les gens veulent organiser un immense génocide inter-camerounais pour essayer de sauver leur structure de domination. Nous sommes en train d'aller vers une logique où les gens veulent que les Camerounais s'entretuent afin, par cette tragédie-là, de légitimer le retour d'un pouvoir despotique. C'est ce que les gens veulent. Or, nous nous battons pour que les Camerounais ne s'entretuent pas. Nous nous battons pour que l'écrasante majorité des Camerounais emportent la grande victoire. La grande victoire, c'est-à-dire la victoire de la nation. Les Camerounais mobilisés sur un niveau de conscience très élevé et qui ont compris ce que le colon a fait, qui ont compris ce que les néocolons, Ahidjo et Biya ont fait, qui ont compris comment a été manipulée l'ethnicité au Cameroun. Ces Camerounais-là se regardent comme des frères. Je regarde ma soeur, ma petite soeur Aïssa Toubouba Dalil, c'est ma soeur. Elle m'est précieuse. Je regarde mon frère, Mamadou Mota, c'est mon frère. Il m'est précieux, très précieux. Ne le touchez pas. Parce que je suis libéré. Je suis libéré de la prison mentale de l'ethnicisme. Je suis libéré de la prison mentale de la manipulation du phénomène ethnique par le colonialisme. Je suis libéré. Je regarde le président Maurice Kamto comme mon chef. Le chef de l'État. Le chef légitime de mon pays natal. Je m'en fiche. Il aurait pu venir de n'importe où. J'allais le regarder comme ça. Il pouvait venir de Nanga et Boko. C'était lui. Il est dans cette position et il la mérite. Ça n'a rien à voir. Il est de Baham. Baham, c'est chez nous. Baham, c'est chez nous. Nous tous là, on est aussi tous de Baham. Parce que quelle est la distance qu'il y a entre Baham et chez mon père et chez ma mère? Je suis capable d'être ami, humain. Je suis capable d'être fraternel envers des gens qui sont des descendants de Vikings, envers des Normands. Hein? Je forme des classes de Normands. J'ai maintenant, ici en France, après 20 années de carrière d'enseignement, des élèves, des anciens élèves qui sont devenus mes collègues. Nous enseignons dans les mêmes facs, les mêmes classes préparatoires. Je transmets cet amour-là à des Normands, à des Corses. Et c'est cet amour que je ne peux pas donner à mon frère de Bolova, à mon frère de Bafoussam, à mon frère de Marois, à mon frère de Yagua. Cet amour que je peux donner à l'humanité, partout où je vais dans le monde, par exemple comme enseignant ou conférencier, je ne suis pas capable de le donner chez moi. Mais il y a un problème. Il y a un problème chez ces personnes qui ont été lobotomisées par ce système. Une schizophrénie profonde, une bipolarité grave, une déchirure psychique. Comment pouvez-vous être humain quand vous sortez dans le monde et inhumain quand vous rentrez chez vous? Je recommence. Comment pouvez-vous être humain quand vous sortez dans le monde et inhumain quand vous rentrez chez vous? Motongando, je salue la maison. Je sais qu'il est très tôt là-bas. Comment est-ce possible? Non, les Camerounais ne se rendent pas compte qu'ils sont assis sur, littéralement, mais une déchirure psychique, une déchirure, une faille, un abîme. Si tu es humain, quand tu vis en Autriche, tu vis en Allemagne, tu es humain. On te rencontre en France, tu respectes, tu es poli, tu roules comme il faut. Tu payes tes impôts. Tu éduques tes enfants, tu les amènes faire de la musique, tu les amènes faire du sport, tu les amènes à l'opéra, tu les amènes au stade, voir les grands matchs, tu es humain. Tu rentres au Cameroun et tu commences à pointer des êtres humains comme étant des sous-hommes. Tu reprends l'avion, tu redeviens humain. Il y a un problème. Ce problème s'appelle bipolarité. Ce problème s'appelle contradiction psychique. Ce problème s'appelle aliénation. Et donc soyons heureux que le nombre de Camerounais scandalisés par le discours tribaliste, le discours autochtoniste, la haine, le nombre de Camerounais est en train d'augmenter. Moi, tous les jours, quand je vois comment les Camerounais sont en colère,
Et je vois que les Camerounais qui sont en colère, ils sont originaires de toutes les parties du Cameroun. Je les vois émerger dans le centre, dans le sud, à la dimension de la conscience nationale. Je vois des Camerounais émerger dans le littoral, à la dimension de la conscience nationale. Je vois dans la diaspora. Tout cela m'indique qu'il y a un chemin d'espérance. Et que cette bataille-là, contre la domination mentale, la domination économique et la domination politique, cette bataille, elle vaut la peine d'être menée et nous la menons bien, puisque les gens commencent au moins à avoir une petite réaction qu'on appelle le scandale. Et que les gens sont choqués. Avant, les gens n'étaient pas choqués. On excluait quelqu'un qui n'est pas de son ethnie, il dit c'est normal, ces gens-là sont comme ça. Maintenant, on est choqués. Et j'avais dit que le tribalisme serait vaincu lorsque nous serions capables de nous mobiliser pour défendre les autres, ceux qui sont attaqués pour leur appartenance à leur tribu. Au lieu de nous mobiliser prioritairement pour défendre les nôtres, lorsque nous serions tous capables d'avoir cette pratique qui s'appelle, eh bien, la déconstruction croisée, lorsque nous serions capables de nous mobiliser contre le tribalisme dont l'autre est victime, eh bien, la nation serait libérée. Le travail du président Kamto, c'est cela. Le travail de notre époque, de notre génération, c'est cela. Redonner aux Camerounais le sens de l'empathie, le sens de la souffrance de l'autre, la capacité de se projeter dans le monde de l'autre, qui est la condition même lui-même d'être humain. Si tu ne peux pas te mettre à la place d'autrui, tu n'es pas humain. Quand on te dit te mettre à la place d'autrui, ça ne veut pas dire que tu le remplaces. Mais imaginez ce que cela fait si on te le fait. C'est ce qu'on appelle le sens de l'empathie. Et nous sommes actuellement dans une révolution de l'empathie. Le président élu Maurice Kamto représente la révolution de l'empathie. Certains ont appelé cela la révolution de l'amour. C'est-à-dire que oui, si on ne fonde pas notre société sur une véritable relation d'amour, si on ne fonde pas notre société sur une relation humaine authentique, on a tout raté. On ne sera pas capable de se relever. C'est cette révolution de l'empathie qui est la condition de la naissance de la nation. Et tout le combat qui est en train d'être mené aujourd'hui, et la lutte qui s'ouvre sur le front de la demande de la démission totale du régime de M. Biya, est une lutte pour faire triompher des relations humaines contre les relations inhumaines qui règnent actuellement. Le Cameroun est sous le règne des relations inhumaines et même des relations infrahumaines, des relations déshumanisantes. Nous voulons nous battre pour créer un espace de civilisation où va régner, le critère va être la relation humaine. On ne juge pas un homme en fonction de l'endroit d'où il vient. On ne juge pas un homme en fonction de son apparence. On ne juge pas un homme en fonction de sa soi-disant appartenance ethnique. On juge un homme par ses œuvres. Et pour apprendre à juger des êtres humains par leurs œuvres, il faut déjà avoir accepté qu'ils sont des êtres humains comme nous. Comme vous et moi. Donc je voulais rassurer tout le monde. L'autochtonisme est en train de tirer à sa fin. L'autochtonisme est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que la politique de l'équilibre régional a échoué. Pourquoi? Parce que l'emprise du colonialisme français sur le peuple camerounais est en train d'être dénouée. Regardez tout ceci comme des signes de la fin. Les signes de la fin d'un système. Et préparons-nous activement à être à la hauteur des défis du présent et de l'avenir. Enlevons tout crédit à l'autochtonisme. Ne contemplons pas l'autochtonisme. Regardons-le avec dérision, ironie et esprit critique. Ne nous laissons tenter d'aucune façon par la célébration de notre groupe ethnique au détriment des autres. Considérons la multiplicité des groupes ethniques du Cameroun comme une chance. Considérons cette diversité culturelle comme une richesse. Soyons heureux qu'il y ait des cultures formidables dans l'Ouest, des cultures formidables dans le centre, des cultures formidables dans le Nord, des cultures formidables dans le Nord-Ouest, des cultures formidables dans le Sud, dans l'Est. Aimons la belle diversité de ce pays magnifique. Regardons autrement la diversité. Regardons la diversité comme nous contemplerions un jardin ayant les plus belles fleurs. Regardons le Cameroun comme nous contemplerions un beau jardin ayant les plus belles fleurs. Regardons cette diversité ethnique comme les couleurs chatoyantes d'un jardin magnifique. Ou, en réalité, c'est le contraste qui fait l'harmonie et qui procure la joie. C'est cette vision-là qui peut nous permettre de sortir de ces siècles de tragédie, de manipulation, de haine de nous-mêmes, d'incitation à la haine mutuelle.
L'autochtonisme est en train de mourir. Vous le voyez s'agiter là, c'est son dernier combat. Vous savez que l'animal, quand il s'apprête à mourir, il a un dernier sursaut. C'est ça que vous voyez. L'animal autochtoniste est en train de faire ses dernières agitations. Il faut donc le regarder avec beaucoup de détachement. Il ne faut pas être fasciné. Et il faut continuer à le déconstruire en nous-mêmes d'abord. En nous-mêmes. Quel beau pays le Cameroun. À condition que les Camerounais, les Camerounaises épousent en eux-mêmes cette beauté. La beauté de la diversité camerounaise. À condition que cette diversité soit désormais perçue comme une ressource formidable. Comme une chance. J'ai une chance. Je peux aller me promener dans la belle culture Bamoun. Contempler les œuvres des artistes de Fumban. J'ai une chance incroyable. Je peux aller voir les fantasias à Garoua. Je peux me faire coudre une belle gandoura en Gaoundéré. J'ai une chance. Je peux aller étudier la pharmacopée chez les pygmées. J'ai une chance extraordinaire. Je peux recevoir l'initiation du Ngondo à Douala. J'ai une chance incroyable. Je peux m'intéresser à l'histoire mystique des peuples de Ngorli-Touba. J'ai une chance quand je suis Camerounais. C'est cette chance qu'il faut saisir. Je peux recevoir l'initiation de la case des crânes à Bafoussam. J'espère que les Camerounais savent qu'ils peuvent demander. Hein. Vous pouvez demander à recevoir l'initiation traditionnelle bamileke. On va vous donner. On va vous donner. Il y a des maîtres de tradition à l'ouest qui vous prennent et vous enseignent. C'est cette chance qu'il faut saisir. C'est cette chance qu'il faut saisir. La diversité culturelle du Cameroun est une richesse. Elle n'est pas un obstacle à la nation. La diversité culturelle du Cameroun est un foisonnement créateur dans lequel il suffit que nous imbibions avec humilité notre cerveau pour devenir nous-mêmes créateurs, créatifs. Moi, quand j'imagine la dernière partie de ma vie, si ma vie est longue, elle consiste à venir m'asseoir dans mon pays natal au Cameroun, à écrire des romans à propos de tout ce que j'aurais vécu à travers mon pays natal. Parce que j'aime mon pays natal. Et vous savez, quand on aime, on ne parle pas trop. On vit et on agit. J'aime beaucoup mon pays natal. J'ai tellement à apprendre, à comprendre et à transmettre à partir de ce hasard extraordinaire qui a voulu que je naisse là, au croisement de toutes les Afriques. Pourquoi le Camerounais est-il l'un des Africains les plus cosmopolitiques? L'un des Africains qui s'adapte le mieux au monde? Mais parce que le Camerounais est l'Africain le plus africain. Et l'Africain qui a bénéficié de l'enseignement littéralement de toute la richesse de la diversité culturelle africaine. C'est le Camerounais. Parce que son pays est le croisement de toutes les civilisations du continent. C'est donc le pays de la Renaissance. Au sens culturel et spirituel du terme, le Cameroun est le pays de la Renaissance africaine. Car il est au croisement de tout ce que l'homme africain a créé de grand. Il est au croisement. Or, on veut nous imposer un Cameroun petit. Un Cameroun rapetissé, rabougri. On veut nous proposer un Cameroun des petits roitelets ethniques de province. On veut nous proposer un Cameroun réduit en confetti. Un Cameroun réduit en pipi de chat. Voilà ce qu'on veut nous proposer. Et cela ne correspond pas à l'esprit du Cameroun. Le grand esprit du Cameroun, c'est d'être un moteur de l'émancipation africaine. Quand Nelson Rolihlahla Mandela, le grand héros africain du Sud, témoigne de sa rencontre avec les Camerounais lorsqu'il se préparait à la lutte d'indépendance de l'ANC en Algérie, Mandela dit
Je dois ma formation, je dois ma structuration idéologique à l'apport de nombreux intellectuels et combattants africains, parmi lesquels des grands Camerounais. C'est ce que Mandela écrit. C'est de cela qu'il faut être fier. Et nous avons tant de raisons, en tant de domaines, d'être fiers. Et de construire l'avenir de ce pays sur cette fierté légitime. Non pas une fierté chauvine, mais une fierté légitime, mesurée, une fierté humaine, une fierté qui n'a pas ambition de dominer, mais qui a ambition de s'affirmer comme étant une humanité exemplaire. Nous pouvons bâtir ce Cameroun-là. Yes, we can. Donc je tenais vraiment en ce début de semaine à vous adresser ce message que j'espère être une espèce de soleil dans tous les cœurs devant le piteux spectacle de l'autochtonisme que nous observons aujourd'hui. Je tenais à vous dire, ne perdez pas espoir, au contraire. L'effondrement du système est en train de se produire sous vos yeux. C'est l'émiettement du système. Préparons-nous à passer à la phase d'après. Préparons-nous à obtenir la démission de ce régime. Préparons-nous à bâtir une république exemplaire. C'est à cela qu'il faut travailler. Quand on voit les derniers soubresauts, les dernières agitations, eh bien, continuons à travailler pour être prêts à faire face à ce défi et à réaliser quelque chose d'infiniment autre et d'infiniment meilleur. Voilà mon mot. Je sais que mon peuple, le peuple de mon pays natal, souffre souvent de mes silences. Mais souffrez que je sois silencieux, car pour parler, il faut savoir se taire. Je recommence. Je sais que pendant des jours et des jours, quand vous me voyez dans les batailles de ma terre adoptive de Côte d'Ivoire, vous avez des pincements au cœur. Et nous alors? Ouais, prof. Et le Cameroun alors? C'est que vous me connaissez mal. Je parle et je peux parler pendant des jours et des jours quand cela est nécessaire sur un sujet donné. Mais je sais aussi quand il faut se taire. Et je pense qu'il y a des moments comme celui-ci où quand vous voyez tout le système autochtoniste en train de s'effondrer, il faut se taire et bien regarder. Il faut se taire et bien regarder. Bien regarder comment ça finit. Bien comprendre comment ça finit. Parce que tout ce qu'on est en train de voir là, c'est ce qu'on ne doit pas faire demain. Or, si on ne voit pas bien ce qui se passe, demain on va refaire. Demain, on va se retrouver en train de faire ce que nous condamnons. Donc, il faut accepter que sur un certain nombre de sujets, il y a des moments où on doit se replier en soi-même. Et beaucoup observer. Beaucoup observer. Car pour parler, il faut d'abord très bien se taire. Donc, le Cameroun est au cœur de mon souci à tous les jours de ma vie. Depuis que je suis né et que j'ai pris conscience que je suis né dans ce pays. Mais il faut toujours apporter sa contribution à partir d'un approfondissement, à partir d'un enrichissement, à partir d'une densité, à partir d'une qualité de réflexion, d'analyse. Il faut apporter sa contribution à partir de là. Quand on n'a pas ressenti cette densité, cette profondeur sur un sujet donné, taisons-nous. Il y en a d'autres qui peuvent mieux en parler à ce moment précis. Ou alors il vaut mieux que personne n'en parle. Car parler, c'est quand même la performance fondamentale de l'être humain. Il ne faut l'exercer que quand on est dans les conditions de vraiment toucher les cœurs. De vraiment toucher les esprits. Et de vraiment faire bouger les lignes. Car ce que j'ai observé, c'est que l'autochtonisme était en train de décourager tellement de gens. Beaucoup de gens sont découragés par ce tribalisme devenu vulgaire au Cameroun. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que c'est la fin du tribalisme qui s'étale ainsi. Quand le tribalisme devient nu, cru, c'est qu'il est déjà fini. Parce qu'avant, tout ça était caché en nous, dans notre société, embusqué en nous. Maintenant, c'est dehors. Pour ainsi dire, le tribalisme est dehors. C'est une chance. Il est dehors, pourquoi? Parce que nous l'avons bien critiqué et qu'il ne peut plus se cacher. Les Camerounais voient très bien maintenant comment ça marche. Et donc, ils comprennent pourquoi on doit changer ce pays. Donc, prenons la phase actuelle du tribalisme, sa phase d'effondrement, sa phase de démultiplication en micro-tribalisme, sa phase d'émiettement comme un signe positif pour nous. Et continuons le combat.
Je vous souhaite une excellente semaine. Vous voyez, voilà, dans quoi 35 minutes, je serai en train de m'occuper d'une classe de Normandie. Je vous remercie de votre écoute et de ce partage. Et à bientôt. Merci. Merci de tout cœur. Merci. Portez-vous bien. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Aïssatou. Bonne semaine. Bonne semaine, Mary Jane. Allez. Debout, debout le pays. Action. Action. Magino Nganou Yangwe. Je vous salue. Sweet as you. May God bless you. Yvonne Binzi. Mes amitiés Yvonne. Ahamoto. L'unique, l'unique. Rosalie Siekam. Serge Chris, may God bless you. It's a pleasure. Thank you very much. Empereur Suzuki. Bon travail à tous. Lionel Delangue. Voilà, je m'arrête là. Wabo Wato, à bientôt.